Non, dans cet épisode, je vais pas vous parler d'Otis Milburn, le héros de la série Sex Education, qui dispense des conseils sexuels à ses camarades sans avoir d'expérience en la matière. Enfin, je parlerai pas que de lui, car le sexologue puceau, c'est pour moi un type, une figure, un caractère. Et vous le connaissez bien. C'est l'expert qui ne pratique pas, c'est le musicologue qui joue faux, c'est le critique qui ne produit rien. Oui, j'ai choisi tout de même d'être critique, c'est d'un autre niveau. C'est le sportif en canapé, l'inspecteur des travaux finis, le docteur en pédagogie qui s'est jamais retrouvé devant une classe. C'est le philosophe, au pire sens que peut prendre ce terme, et vous le verrez, pas toujours de façon injustifiée. Si l'on s'en réfère à Physoctète... En d'autres termes, le sexologue puceau, c'est celui qui n'agit pas parce qu'il théorise, et qui théorise faute d'agir. Heureusement, vous qui êtes amis de l'action, vous avez un allié indéfectible contre ce triste personnage, et un allié pas des moindres, puisque c'est Aristote. Pour comprendre ce que dit Aristote, on doit revenir au conflit qui l'oppose à Platon. On a vu que chez Platon, la source de tout savoir, c'est la contemplation de ces entités invisibles et éternelles qu'il appelle les idées. Sans les idées, nous sommes démunis de la connaissance d'abord, mais aussi, et c'est important, de repères pratiques. Sans les idées, on mène notre barque au hasard, selon l'humeur du moment, avec pour seule perspective la certitude de passer de Charybde dans Scylla. La seule voie de salut, c'est de sortir de la caverne et de saisir l'essence du bien, notre boussole dans l'existence. C'est elle, l'idée du bien, qui est souveraine et dispense la vérité et l'intelligence. Et il faut la voir pour se conduire avec sagesse dans la vie privée et dans la vie publique. Ceci explique au passage pourquoi Platon est monarchiste, complètement antidémocratique, la connaissance du bien n'étant pas donnée à tout le monde, mais réservée à une élite, et c'est cette élite qui est appelée à gouverner sous la figure du roi philosophe. Mais venons-en à Aristote. Aristote, lui, nie l'existence des idées platoniciennes. Pour lui, c'est un fantasme. Et dire que l'idée du bien dispense la sagesse, c'est une erreur, c'est une illusion qui, dit-il, conteste les apparences les plus claires. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne suffit pas de connaître l'idée du bien pour bien agir. Il y a un monde entre saisir intellectuellement ce qu'il faut faire et la vie vertueuse. Toute la vie est faite de cet écart tragique entre ce que je sais devoir faire et ce que je fais. Je sais que je dois me lever tôt, mais je repousse indéfiniment mon réveil, je sais que je dois travailler, mais je procrastine, je connais le bien, mais je suis incapable de convertir cette connaissance en action. Le véritable enjeu pour Aristote, c'est donc pas de combattre l'ignorance du bien, comme chez Platon, la plupart des gens savent à peu près ce qu'ils doivent faire, mais de vaincre un ennemi beaucoup plus coriace, la faiblesse de notre volonté, ce qu'il appelle l'acrasia. Toute l'éthique est un combat contre acrasia. Et que fait la philosophie dans ce combat ? Son rôle est ambigu. Elle peut nous sauver, si elle nous amène aux bonnes habitudes, mais elle peut aussi nous enfoncer, nous enfermer définitivement dans la peau du sexologue puceau, si on l'utilise comme une échappatoire à l'action. Et là-dessus, Aristote est pas très optimiste. On a donc bien raison de dire que c'est à force d'exécuter ce qui est juste qu'on devient juste, et à force d'exécuter ce qui est tempérant qu'on devient tempérant. Et sans agir de la sorte, nul n'a la moindre chance de devenir bon. Mais voilà, la plupart n'agissent pas ainsi, et cherchent refuge dans l'argumentation, croyant se consacrer à la philosophie et ainsi pouvoir être vertueux. La plupart des gens, pour Aristote, c'est pas une exception, c'est la règle, utilisent la pensée de manière trop platonicienne si on veut, comme un refuge, un prétexte, un substitut à l'action. La pensée ne les amène pas à se perfectionner, elle entretient leur passivité. Comment la recherche de la sagesse peut se retourner contre elle-même, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Premièrement, la théorie de la distraction. Progresser dans l'existence, ça demande souvent d'entrer dans l'œil du cyclone, au cœur de ce qui nous effraie le plus, dans nos abîmes les plus sombres, là où on ne voudrait jamais aller. Or, une mauvaise pratique de la pensée, plutôt que de nous emmener au cœur de nos vulnérabilités, va au contraire nous en distraire. Plutôt que de nous conduire en face de nos ombres et nos fantômes, elle va les dissiper, les refouler. Dans cette hypothèse, vous avez peut-être reconnu des accents freudiens, mais je ne parlerai pas de Sigmund. Pas parce que j'aime pas Sigmund, mais parce que j'aimerais parler de sa fille, Anna. Dans le Moi et les mécanismes de défense, elle s'étonne, exactement comme Aristote, du fossé qui sépare souvent théorie et action. Elle parle en particulier des adolescents qui ont, je cite, un désir insatiable de penser à des thèmes abstraits et d'en faire l'objet de leurs discussions et de leurs ruminations mentales. Voilà qui est admirable,
Mais notre opinion ne tarde pas à se modifier quand au lieu d'étudier les opérations intellectuelles de l'adolescent, nous examinons comment elles s'intègrent dans sa vie même. Nous découvrons alors avec étonnement que toute cette belle activité mentale n'a guère de retentissement sur son comportement réel. Pourquoi toutes leurs pensées philosophiques sont stériles ? Eh bien parce que la fécondité n'est pas du tout leur but, elles ne visaient pas du tout une action. Ces belles théories jouaient un autre rôle, selon Anna Freud, un rôle antalgique, anesthésiant, dérivatif, un refuge, comme disait Aristote, qui consistait à calmer ses angoisses et ses doutes en les projetant sur un terrain abstrait. Ainsi, l'adolescent qui raisonne, théorise et ratiocine par peur d'éprouver l'angoisse d'exister, ou simplement pour tromper sa solitude en soirée. Bref, la pensée peut devenir ce mécanisme de défense qu'Anna Freud nomme intellectualisation, et paradoxalement nous barrer l'accès à notre propre vérité. Le voilement de soi-même reste donc une tentation constante de la philosophie, et là-dessus Nietzsche avait peut-être tout dit, n'écrit-on pas des livres précisément pour cacher ce que l'on a en soi. Deuxièmement, on peut expliquer le faible impact de la pensée sur les actes par la compensation. Il semblerait qu'on tienne une sorte de comptabilité morale personnelle, les bonnes actions compensant les mauvaises. Après une bonne action, acheter des produits bio par exemple, les individus tendent à se relâcher et à s'appliquer des standards moins rigoureux que la moyenne. Ça paraît assez naturel. Mais là où les études deviennent un peu plus intéressantes, c'est quand elles nous apprennent que l'effet de compensation ne marche pas seulement après avoir fait une bonne action, mais aussi après avoir simplement évoqué une bonne action. Rédiger des lignes élogieuses sur soi-même suffit pour se sentir magiquement libéré de certaines obligations. Projeter une action positive permet de s'en sentir presque acquitté. Devenir incollable sur tous les régimes, par exemple, c'est un moyen fréquent de ne pas en faire du tout. Étudier l'éthique peut paradoxalement atténuer notre volonté d'agir. En tout cas, les études sur le sujet montrent qu'une formation en éthique n'a pas de bénéfice significatif. On ne devient pas vertueux en réfléchissant sur la vertu. Que ce soit en nous distrayant d'une vérité inconfortable ou en offrant un ersatz d'action, la rumination intellectuelle nous rend un bien mauvais service. Elle usurpe le terme de philosophie si, comme Aristote, on entend la philosophie comme la recherche d'une sagesse pratique. La solution, et c'est ce qu'ont fait à leur niveau toutes les éthiques grecques qu'on va voir un peu plus tard dans le cursus, c'est peut-être une certaine sobriété du concept, une certaine parcimonie du verbe, une économie des principes. Car pour dire les choses simplement, comme Steven Pressfield dans La guerre de l'art, le meilleur livre que je connaisse pour lutter contre la procrastination, là où l'amateur s'analyse et discourt à n'en plus finir, le professionnel, lui, apprend à faire son boulot et à fermer sa grande... à ne pas parler inutilement. Ciao.